Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va traiter le deuxième chapitre de l'unité de physique nucléaire. Dans ce cours, on va connaître la relation d'équivalence masse-énergie. On va savoir comment calculer un défaut de masse et une énergie de liaison, calculer l'énergie de liaison par nucléon, distinguer les réactions de fission et de fusion et faire le bilan énergétique d'une transformation nucléaire. Donc on va commencer par la relation d'Einstein. En 1905, Albert Einstein postule que la masse est une forme que peut prendre l'énergie. Donc un système au repos de masse m possède une énergie de masse E donnée par la relation suivante, E est égal mc². Cette relation est appelée relation d'équivalence entre la masse et l'énergie. Elle entraîne que toute variation de masse ΔM d'un système au repos correspond à une variation de son énergie de masse ΔE, telle que ΔE est égal à ΔM fois c². Si la masse d'un système au repos diminue, ΔM inférieur à 0, son énergie de masse diminue aussi. L'énergie ΔE est libérée par le système et fournie au milieu extérieur. Si la masse d'un système au repos augmente, ΔM supérieur à 0, son énergie de masse augmente également. Dans ce cas, l'énergie ΔE est fournie au système par le milieu extérieur. Maintenant, on passe aux unités de masse et d'énergie. En physique nucléaire, on va utiliser deux unités pour la masse et pour l'énergie. Pour l'énergie, on va utiliser une nouvelle unité appelée l'électron-volt au lieu du joule, tel que 1 électron-volt est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 joules. Pour la masse, on va l'exprimer avec l'unité de masse atomique notée U est égal à 1/12 de la masse d'un atome de carbone 12, soit 1U est égal à 1,66054 10 à la puissance moins 27 kg. À partir de l'équivalence entre masse et énergie, les physiciens ont introduit une nouvelle unité de masse, telle que 1U est égal à 931,5 MeV par c². Maintenant, on passe à l'énergie de liaison d'un noyau EL. Et on commence par le défaut de masse, ΔM. Donc les mesures montrent que la masse d'un noyau est toujours inférieure à celle de ses constituants. Le défaut de masse ΔM d'un noyau de symbole XAZ est la différence entre la masse des nucléons séparés et au repos et la masse du noyau au repos. Donc on va prendre tous les deux au repos, de telle manière que ΔM est égal à Z fois MP plus A moins Z fois la masse du neutron, Mn, moins la masse du noyau, MXAZ. Ce défaut de masse est toujours positif. Maintenant pour l'énergie de liaison. Comment on va le calculer? On va utiliser tout simplement la relation d'équivalence masse-énergie E est égal à mc². Donc l'énergie de liaison est égale au défaut de masse fois c². Dans cet exemple, on va calculer l'énergie de liaison d'un noyau d'hélium. Pour les données, vous avez la masse d'hélium de 4, la masse de proton, la masse du neutron. Donc le défaut de masse, c'est 2 fois la masse de proton, plus 2 fois la masse de neutron, moins la masse de l'hélium de 4. Ça va donner 0,0304 U. Ensuite, on va multiplier par 931,5 pour trouver la valeur en méga électron-volt. Maintenant, on passe à l'énergie de liaison par nucléon. Donc, l'énergie de liaison par nucléon dans un noyau est le quotient de l'énergie de liaison par le nombre de nucléons du noyau. On l'exprime généralement par MeV par nucléon.
Pour le plus grand nombre de noyaux, l'énergie de liaison par nucléon est de l'ordre de 8 MeV par nucléon. Un noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon est plus grande. La courbe d'Aston. La courbe qui représente la variation de moins EL sur A en fonction de A est appelée courbe d'Aston, latéralisée par Francis William Aston. Donc cette courbe, les noyaux les plus stables sont ceux qui ont une énergie de liaison par nucléon d'environ 8 MeV par nucléon. Leur nombre de masse A est tel que A est compris entre 20 et 195. Dans cette courbe, elles apparaissent autour du minimum de la courbe. Les noyaux les moins stables sont susceptibles soit de produire ou bien d'intervenir dans une direction de fusion, dans le cas des noyaux les plus légers, où A est inférieur à 20, ou bien d'entrer dans une réaction de fission nucléaire, comme le cas des noyaux lourds, où A est supérieur à 195. Maintenant, on passe à la fission et la fusion nucléaire. Dans la plupart des cas, la fission est provoquée par l'impact d'une particule incidente. C'est le neutron. Électriquement neutre, il est généralement utilisé, car il ne subit pas de répulsion électrostatique de la plupart du noyau cible, appelé un noyau fissile. Les noyaux fissiles sont rares. Le plus utilisé est le radium-235, qui ne représente que 0,72% de l'uranium naturel. Sous l'impact de neutrons lents, avec une vitesse proche de 2 km par seconde, il fournit de très nombreux couples de noyaux généralement instables, comme l'exemple suivant, où le noyau d'uranium va donner 2 noyaux, strontium et xénon, plus 2 neutrons. En général, la fission est une réaction nucléaire dans laquelle un noyau lourd donne naissance à 2 noyaux plus légers sous l'effet d'un choc avec un neutron. Comme remarque, la fission nucléaire est une réaction en chaîne. Elle produit des neutrons qui peuvent provoquer d'autres réactions de fission. La réaction en chaîne doit être contrôlée pour qu'il ne soit pas explosif, comme le cas de la bombe atomique. On les contrôle dans les réacteurs nucléaires pour produire de l'énergie électrique. La fusion nucléaire. La fusion nucléaire est une réaction nucléaire au cours de laquelle il y a formation d'un noyau plus lourd à partir de 2 noyaux plus légers. Comme exemple, une réaction de fusion envisageable sur Terre pour produire de l'énergie met en jeu 2 isotopes d'hydrogène et éjecte un neutron. Pour les conditions de réalisation, les 2 noyaux chargés positivement doivent posséder une grande énergie pour vaincre les forces de répulsion électrique et s'approcher suffisamment pour que la fusion se produise. Il faut pour cela que le milieu soit porté à très haute température. C'est pour cette raison que la réaction de fusion est appelée réaction thermonucléaire. Maintenant, on passe au bilan énergétique d'une réaction nucléaire. On considère le cas général où on a une réaction entre 2 noyaux X1 et X2 pour donner 2 noyaux X3 et X4. Il y a 2 façons pour calculer l'énergie produite, delta E, par la transformation nucléaire. La première, on va utiliser la variation de masse, delta M. Donc on va prendre la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs fois C au carré. Dans ce cas, on a delta E égale la masse de X3 plus la masse de X4 moins la masse de X1 moins la masse de X2, le tout fois C au carré. Ou bien on peut utiliser les énergies de liaison des noyaux. Delta E égale énergie de liaison de X1 plus énergie de liaison de X2 moins énergie de liaison X3 moins énergie de liaison de X4.
peut schématiser la situation dans un diagramme d'énergie, qu'on voit ici, avec les différentes formes d'énergie mises en jeu, pour passer de l'énergie d'état initial à l'état final. On va produire une énergie delta E, ou bien une variation d'énergie delta E, comme vous voyez ici. Donc le niveau énergétique de x3 et x4 est inférieur au niveau énergétique de x1 et x2. Donc l'état final est plus stable que l'état initial. Mais pour former x3 et x4, il faut tout d'abord dissocier x1 et x2. Pour dissocier x1, on a besoin de fournir l'énergie de liaison de x1. Pour dissocier x2, on a besoin de l'énergie de liaison de x2. Donc on va augmenter le niveau énergétique des nucléons qui sont séparés. Ensuite, selon les équations de conservation, ou bien les lois de conservation d'Osodi, Z1 plus Z2 va se transformer en Z3 plus Z4, A1 plus A2 en A3 plus A4. Ensuite, pour former X3, on doit enlever l'énergie de liaison de X3. Pour former X4, on doit enlever l'énergie de liaison de X4. Ensuite, on va former les produits. Donc, comme vous voyez ici, la flèche rouge, ou bien ce vecteur-là, est égal à la somme de ces deux vecteurs. Donc, si delta E est inférieur à 0, on dit que la réaction nucléaire est exoénergétique. Ça veut dire qu'elle cède de l'énergie. Si delta E supérieur à 0, on dit que la réaction nucléaire est endoénergétique. Ça veut dire prend de l'énergie. L'énergie libérée d'une réaction nucléaire est E libéré est égal à la valeur absolue. Normalement, on doit multiplier par n le nombre de réactions qu'on a. Mais en général, c'est la valeur absolue de delta E fois le nombre de réactions mises en jeu. Maintenant, on va donner des exemples pour ce bilan énergétique. On va commencer par la fusion nucléaire. On considère l'équation de la fusion nucléaire suivante. Deutérium plus tritium qui donne l'hélium plus un neutron. Et vous avez les données. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et calculer la valeur de delta E et de l'énergie libérée avant de continuer. L'énergie de la réaction, donc c'est la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs fois C carré, et ça donne delta E moins 17,605 mégaélectronvolts. Donc l'énergie libérée, c'est 17,6 mégaélectronvolts. Deuxième exemple, c'est la fission nucléaire. On va considérer la réaction suivante. Donc, de la même manière, pour calculer l'énergie de la réaction, on va prendre la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs fois C carré, et ça donne la valeur suivante, moins 174,46 mégaélectronvolts, et on va ajouter la valeur absolue pour calculer l'énergie libérée. Pour la radioactivité alpha, voici un exemple de la radioactivité alpha. De la même manière, l'énergie, c'est la somme des masses des produits moins la somme des masses des réactifs, ou si on a un seul réactif, fois C au carré, et on va trouver la valeur absolue qui représente l'énergie libérée. Pour bêta moins, la même chose, même relation, on remplace par les valeurs des masses, et on va retrouver la valeur de l'énergie libérée. Maintenant, on passe aux applications et dangers de la radioactivité. On commence par les effets biologiques de la radioactivité. L'action des rayonnements radioactifs sur les tissus dépend de plusieurs paramètres. Du nombre de particules reçues par seconde, qui est fonction de l'activité A de la source, de la distance à la source, de l'énergie et de la nature de chaque particule, du fractionnement de la dose reçue, de la nature des tissus touchés. En général, la radioactivité alpha
ou bien les particules alpha peuvent être arrêtées par une feuille et provoquent des brûlures de la peau. Pour les particules bêta, électrons et positrons, sont plus pénétrantes que les particules alpha et sont souvent utilisées en radiothérapie pour détruire les cellules cancéreuses. Pour s'en protéger, il suffit d'une feuille d'aluminium. Pour la radioactivité gamma, ce sont des radiations très pénétrantes. Pour s'en protéger, il faut utiliser quelques centimètres de plomb ou bien de béton et sont utilisés dans le diagnostic des maladies. Pour l'application de la radioactivité. La radioactivité a de multiples applications dans plusieurs domaines, entre autres. Par exemple, dans l'industrie, la production de l'énergie électrique, la recherche de nouveaux matériaux, la conservation des aliments, etc. Pour l'agriculture, l'élaboration de nouvelles variétés végétales, par transformation génétique, éliminer les insectes, etc. Pour la médecine, le diagnostic et le traitement, utilisation des traceurs radioactifs, analyse biochimique, radiothérapie et plusieurs autres applications. Et merci pour votre attention.